Ah ouais, oula, dur, peut-être falloir appeler Sainte-Anne là. Mon ex paraît complètement instable depuis la rupture amoureuse, les choix qu'il ou elle fait, les gens dont il ou elle se rapproche sont aux antipodes de ceux que je connais d'elle, je ne le ou la reconnais pas. On traite ce sujet-là et comme d'habitude, on fait ça juste après le générique. La particularité du couple, de l'intimité, de la construction avec quelqu'un, c'est bien évidemment la conséquence émotionnelle, intellectuelle, psychologique qui en découle, à savoir cette impression globale que je connais absolument tout de lui, d'elle, la manière dont il ou elle construit ses émotions, ses réflexions, son positionnement, ses potentielles réactions à de nouvelles situations. Et ça, c'est quelque chose qui va concourir à me faire parcourir un flot de sentiments, de ressentis extrêmement contradictoires après la rupture amoureuse. D'autant plus si, et vous l'avez deviné, c'est le thème de la vidéo du jour, eh bien l'attitude que je vois aujourd'hui ne correspond pas à ce profil, cette imagerie, cette habitude que j'ai de la personne face à moi. Aujourd'hui, mon ex est peut-être dans un couple qui ne lui correspond absolument pas, avec un profil qui n'est pas bénéfique pour lui ou pour elle, avec quelqu'un qui est trop différent, ou moi, de loin, je vois les incompatibilités, quelque chose qui ne sera pas stable à l'avenir. Peut-être que son attitude est destructrice, il ou elle se met à boire, à sortir, arriver en retard au travail, ne suit plus son relationnel avec ses amis, s'isole, tombe dans la drogue, veut déménager et n'aura pas les moyens de payer la maison, l'appartement sur lequel il ou elle a des vues. Bref, on voit cette espèce d'inconstance, cette espèce d'instabilité, et ça nous fait mal à double titre. D'abord parce qu'on a l'impression que le bateau vient d'abandonner un port où il y avait cette stabilité, où il y avait cette possibilité de lutter contre la marée, de lutter contre les vagues, et puis d'un autre côté, sans peut-être parler de dégoût, mais cette forme de trahison où je me dis, mais cette personne fait absolument n'importe quoi, on est dans quelque chose qui me semble donc inexorable. Finalement, la rupture amoureuse, est-ce que ce ne serait pas un espèce de problème psychologique, voire même mental de la personne que j'ai face à moi, qui aujourd'hui fait donc quasiment n'importe quoi dans une sorte de crise. Alors est-ce que c'est une crise d'adolescence, de la trentaine, de la quarantaine? On sait qu'on aime bien rajouter un 10 à la fin, un moins 0 plutôt à la fin du chiffre, qui définit cette fameuse crise. En tout cas, la situation est là, je ne reconnais plus mon ex, il y a une espèce d'instabilité face à moi et ça nuit forcément à ma réflexion, à savoir comment est-ce que moi je me comporte face à quelqu'un qui peut être surprenant, mais dans le mauvais sens du terme. Pour réfléchir à cette thématique, ce sujet, dont finalement on fait très souvent l'expérience après la rupture amoureuse, deux parties comme traditionnellement. La première, c'est qu'on est face à un constat qui est nécessairement difficile à accepter. Quelque chose que je dis souvent et que je vais me permettre de répéter dans le sujet du jour, c'est qu'on sait la rupture amoureuse basée sur la volonté de contraste. On connaît la différence entre la rupture et la séparation. Il y a déjà eu une imagination, une planification matérielle jusque dans le point de détail ou non, mais on est plutôt dans l'affirmation d'une volonté de faire autre chose, d'être dans autre chose, de faire d'autres rencontres, d'aller ailleurs. On est dans la distanciation avec ce qu'on vit et ce qu'on trouve soit conflictuel, soit difficile, soit insupportable au fur et à mesure, soit de la routine, soit de comportements qu'on considère de votre côté comme déviant, que sais-je, quelle que soit l'argumentation de notre ex, il n'est absolument pas rare, après une rupture amoureuse, de voir cette personne donc vouloir profiter des nouvelles opportunités qui lui sont offertes. On est effectivement un peu comme dans cet état d'esprit où on sort du lycée ou alors on sort de la fac, on va passer dans une autre phase, mais avant on en profite un petit peu. Il faut noter qu'il y a un vide matériel après une rupture amoureuse, tout le temps qu'on passait avec vous dans la planification ou dans la réalisation des projets qu'on avait ensemble, et ce temps matériel, on va vouloir le remplir avec une logique qui est excessivement court-termiste, si vous voulez. Ça y est, je suis seul, je me suis imaginé être seul, je vais enfin pouvoir faire ce que je voulais, ce à quoi je désire, ce à quoi j'aspire, sans rendre des comptes. Donc on est dans
cette idée qu'en termes de temps, en termes d'opportunités, je suis de nouveau le propre architecte de ma vie, je fais ce que je veux et on a plutôt tendance à remplir donc ce vide avec des choses qui de l'extérieur peuvent paraître superficielles, simples, découler du loisir, etc., etc. Donc on a effectivement des situations où après une rupture, on peut voir son ex énormément, je sais pas moi, sortir en boîte de nuit, dans des bars, axer plutôt sa vie sur le voyage, l'expérience, les rencontres, plutôt que de se lancer dans un grand projet professionnel qui requerrait le fait d'être derrière un bureau 9, 10, 11 heures par jour, hein, clairement. On est dans cette recherche, pas comme celle que nous, on essaye, hein, de reconstruction, quelque chose qui est relativement proactif, mais qui est quand même basé sur une logique du fait de casser des chaînes, si vous voulez. J'avais cette image de ce couple qui ne me correspond plus pour X ou Y raison. Aujourd'hui, ces chaînes sont brisées, je suis libre. On essaye de s'imaginer effectivement une situation où on était prisonnier, où on était esclave, et puis le bateau qui devait nous emmener d'un pays, d'un continent à l'autre s'échoue. On est toujours vivant, on est sur la plage. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de nos premières heures de liberté? Qu'est-ce qu'on fait quand on a réussi à s'enfuir de la prison et que la police ne nous recherche pas, parce qu'il n'est pas question de vivre une vie de fugitif non plus. Donc évidemment, dit comme ça, on peut, je ne sais pas si c'est comprendre, mais en tout cas mettre en lumière l'idée que l'instabilité émotionnelle est quelque chose de relativement compréhensible, relativement humain, relativement normal. On se retrouve dans une nouvelle situation qu'on voulait, mais quand on la réfléchissait, cette situation, on ne s'est pas basé sur la potentialité des conséquences négatives. On s'est basé sur justement ce vent de fraîcheur, cette idée de liberté, cette volonté d'expérience. Et puis, ce qu'on n'avait pas forcément calculé, c'est que la rupture amoureuse reste un traumatisme. Oui, même pour la personne qui s'en va. Oui, même pour la personne qui ne vous répond pas au téléphone. Oui, même pour la personne qui semble être complètement engoncée dans son pacte. Oui, même pour la personne qui semble être dure et n'en avoir absolument rien à foutre de vous. Quoi qu'il arrive, on est face à un échec relationnel. Il y a donc des questions qui vont se poser, une remise en question. Alors pas nécessairement de l'attitude totale, globale qu'on a eue face à vous, mais de ce que je veux vraiment dans ma vie. Et la meilleure façon de savoir ce que je veux dans ma vie, c'est effectivement de se remettre sur le terrain, c'est de faire des expériences, c'est de voir un petit peu ce que la vie m'offre et peut-être de mieux réfléchir à mon comportement. Et quand je dis mieux réfléchir, quand on a une vision court-termiste et un petit peu épicurienne finalement, puisque encore une fois, il y a cette idée de libération, ben on va avoir tendance à se dire je vais opter pour quelque chose de complètement différent. Et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récurrent que de voir la personne face à nous faire des choses ou se rapprocher de gens qui de l'extérieur ne correspondent pas à ce que mon ex a proposé ou même était pendant ces 5, 10, 15, 20 dernières années. Hein, très clairement, bon, je ne vais pas vous reparler en long en large de mon expérience personnelle, mais quand ma compagne me quitte et retourne avec son ex, tout le monde savait que il y avait alors, je ne sais pas si c'est une forme d'incompatibilité, mais qu'il y a d'énormes différences entre lui et moi, on va dire ça comme ça, et peu de gens auraient mis une pièce sur le fait que leur couple fonctionne, hein, très clairement. Et pourtant, on s'est dit que c'était différent, qu'il y avait certainement des choses qui n'ont pas forcément été verbalisées avec moi, qui ne fonctionnaient pas, parce que je suis quand même un petit peu tombé des nues à ce moment-là, mais j'ai quand même vu qu'il y avait une rumination mentale dont j'étais pas vraiment au courant ou que j'ai compris sur les dernières semaines, mais il y avait malgré tout cette imagerie du « et si je faisais ci, et si je faisais ça », et puis ce moment de libération, et puis le fait d'aller faire quelque chose de différent, et son attitude pendant la rupture amoureuse, je l'ai pas reconnue, elle était complètement différente, complètement contrastée avec ce dont j'ai fait l'expérience quand on était en couple, et ce dont je fais l'expérience aujourd'hui, parce que sans peut-être redevenir exactement la personne qu'elle était dans notre première union, j'ai quelqu'un que aujourd'hui je n'imagine pas se faire ce genre de choses, me dire les choses qu'elle m'a dit, réagir de la manière dont elle a réagi. J'imagine que moi aussi, hein, je me suis adapté, mais l'idée est véritablement là. On est face à nous dans la construction d'une motivation qui est, comme je le disais, extrêmement court-termiste. Je viens de sortir de ce truc-là, qu'est-ce que je fais maintenant pour profiter de cette liberté? Les conséquences, on ne pense pas, on n'imagine pas qu'elles vont nous retomber sur le coin du nez. On ne pense pas à son émotion future, à son regret, le manque, la peur, le doute, etc. au moment où on est motivé par le fait de prendre une décision. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vécu. Vous voulez lancer un grand projet, vous avez une super idée, je sais
sais pas, lancer une boîte ou que sais-je. Et puis le jour où il faut appuyer sur le bouton mettre en ligne votre site internet, le jour où vous passez vous avez votre premier rendez-vous avec un client pour lui vendre vos produits, et ben là ça commence à taper fort et puis il y a la goutte de sueur et merde si je me plantais, et si j'y arrive pas, etc., etc., etc. Mais pendant tout le lancement, pendant toute l'idée, la construction de ce nouveau projet, on est à fond dedans parce que justement on veut franchir cette ligne d'arrivée. En tout cas, tout ça nous permet de passer à ce qui va être notre deuxième partie, ça se voit bien avec les moufles, c'est l'idée que nous, on va devoir lutter contre notre propre vérité, contre toute la construction de l'imagerie qu'on a de notre ex. Je ne dis pas que justement cette image est fausse, je dis juste qu'elle est en pleine évolution. On ne sait pas comment notre ex va s'adapter. On sait que nous, après la rupture amoureuse, on a besoin d'évolution, on a besoin aussi de contraste, on a besoin de se redonner de la force, de retrouver de l'énergie, d'aller chercher des sources de satisfaction. Et même si on sait que le projet ou la personne que mon ex rencontre ne lui correspond pas et qu'on voit les conséquences, mais alors gros comme une maison, hein, parce que ça m'arrive lors de discussions qu'on me dise « Non mais attends, là mon ex elle se barre avec un type, il a absolument rien de ce dont elle a besoin dans son quotidien, ça va se cracher, c'est sûr et certain. » Et puis j'ai le contraire aussi, c'est l'homme de sa vie, etc. Finalement, on a cette idée, cette vision, mais ce que nous, on doit comprendre, c'est que notre vérité ne peut être mise sur la place publique comme quelque chose d'acceptable. Si on va appeler notre ex, lui envoyer une lettre, lui envoyer un texto pour lui expliquer « Écoute, attends, mais c'est quoi ce Gugus que tu as rencontré ? Ou qu'est-ce que c'est que ce projet débile que tu veux lancer ? Tu sais très bien que ça marche pas, enfin merde, aller vendre des encyclopédies en papier, en porte-à-porte, bon là je prends l'exemple à la con, qu'on prenait il y a 30 ans quand j'étais gamin. Aujourd'hui, quand tu as Internet, ça ne sert à rien, c'est débile. On sait que les arguments que vous allez obtenir ne sont pas des arguments logiques, ce sont des arguments émotionnel, c'est une volonté, c'est un désir. Du coup, le fait d'argumenter justement sur le manque de pertinence de son choix, de son projet, de sa planification, ça vous place comme quelqu'un qui utilise ce choix, qui l'instrumentalise pour faire réfléchir votre ex, non pas sur la portée et le dommage qu'il ou elle est en train de causer. Hein. Par exemple, si vous lui parlez du fait qu'il ou elle boit trop, on sait très bien comment ça se passe, cette idée d'intervention. Quand on va dire à quelqu'un, écoute, je pense que tu picoles trop, ou je pense que tu as un problème avec la drogue ou je ne sais quoi, c'est rarement bien reçu. La personne face à vous dit rarement, écoute, t'as raison, tu sais quoi, prends mes bouteilles, je vais te mettre tuteur de mon compte en banque et tu vas surveiller toutes mes dépenses. Peut-être que ce serait une bonne chose à faire, mais matériellement, c'est pas du tout la réponse qu'on va recevoir. Qu'est-ce qui va se passer ? On va avoir du conflit, on va avoir le doigt pointé vers vous, on va vous dire qu'en plus, ces conséquences, si jamais elles sont négatives, c'est en partie grâce à vous, que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me libère du joug de l'oppresseur et que je veux avancer et que je préfère me planter tout seul ou toute seule que réussir en ta compagnie parce que je veux être maître de mes choix, je veux faire mes propres expériences et je t'emmerde, grosso modo. Hein, pardon, mais ça, c'est un discours que je vois excessivement souvent et puis qu'on peut comprendre aussi parce que l'entité couple peut être considérée comme une limitation de ma propre réussite personnelle, de ma tendance à faire un choix et à l'assumer de manière là aussi personnelle. Il y a peut-être cette idée, et je peux la comprendre, de fierté, de se dire aujourd'hui, je vais faire ce truc-là que j'ai choisi moi-même et on verra les conséquences. Et il y a beaucoup ce discours où je suis basé sur mon envie aujourd'hui et l'analyse des conséquences, on verra demain, on verra comment ça se passe, j'arriverai à gérer de toute façon et si j'y arrive pas, je trouverai des ressources, je suis assez grand, je suis assez grande. Nous, l'idée, c'est qu'on ne veut pas être la personne qui va lister ces conséquences-là. On a en nous cette volonté, cette compréhension de créer de l'amour, mais pas un amour qui est corrélé au fait que la personne soit nécessairement positive, revienne vers nous, accepte ses torts. Si on veut mener une reconquête amoureuse, cette idée-là est clairement à dépasser, à laisser de côté. Je sais que ça en défrise plus d'un et ça fait pas plaisir à tout le monde parce qu'à mon sens, on a tout simplement une vision complètement erronée de ce qu'est véritablement l'amour. Mais bon, je ne pense pas non plus détenir la vérité absolue. Je pense qu'il y a débat, mais dans la vision qu'on a de la reconquête
reconquête amoureuse, il y a un respect vis-à-vis de la personne qu'on a face à nous, et puis il y a une réflexion sur la pertinence de ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Se placer en tant que psychologue, que conseiller financier, diagnostiquer la personne en tant que malade, déviante, etc., etc. Enfin, je veux dire, à un moment, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour comprendre que ça, c'est quelque chose d'extrêmement négatif. Ce qu'on peut apporter donc, c'est quoi? C'est justement se dire, on reprend l'image du port, que dans le port, les vagues ne sont pas présentes, qu'il y a cette linéarité, ce sourire, ce dynamisme, qu'effectivement, si votre ex venait à vous dire qu'il ou elle a des problèmes avec ceci, avec cela, on reprend le terrain de l'alcool, que vous serez toujours là pour apporter une solution, que oui, vous voulez bien, si on vous demande de gérer le compte, vous le gérerez bien évidemment, mais se poser là comme la personne qui, finalement, ça risque, et c'est plus qu'un risque, d'être perçu comme cette volonté de se trouver un rôle dans un film dans lequel on n'est pas au casting, de se donner de l'importance et de démontrer que si tu as fait cette erreur-là de jugement, je pense que tu en as fait d'autres, et c'est peut-être même à cause de ton erreur originelle, qu'aujourd'hui tu manges ces conséquences-là. Donc sans te dire c'est bien fait, tu vois que pour résorber ces problématiques, il n'y a qu'un choix, c'est de revenir avec moi. Et là, on va vous attribuer les images de manipulation, voire de pervers narcissiques, etc. Parce que alors ça, c'est deux jolis termes à coller l'un à l'autre que je vois absolument partout et qui, moi, me défrisent pour le coup. Mais on est dans cette idée que nous, face à cette instabilité, qui donc, somme toute, est relativement normale, on sort d'un cycle, on se recycle justement, et on se recycle dans quelque chose qui est différent. On veut faire ces expériences. N'oublions pas que chaque expérience que l'on fait affine aussi notre comportement, parce que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vu. Des gens entrer dans une forme de renouveau, et puis, après avoir fait un nombre X, Y d'expériences, positives, négatives, reprendre une voie un peu plus, entre guillemets, traditionnelle. Peut-être pas non plus redevenir la personne qu'on était pendant le couple, le premier couple avec vous, comme je vous disais, avec ma compagne. Il y aura certainement des add-ons, un upgrade, mais revenir à quelque chose de plus serein, avec une vision à au moins moyen terme, avec une analyse de ce que je fais et des conséquences que ça a, mais dans le feu de l'action, c'est relativement compliqué. Donc nous, ce qu'on a proposé, j'ai envie de dire que c'est comme d'habitude, légèreté, sourire, dynamisme. On a face à nous quelqu'un qui a besoin d'expérience, qui a besoin de changement, qui a besoin de faire et d'apprendre de ses erreurs, tout comme nous, on a pu le faire au cours de notre existence. On n'a pas la légitimité d'être le juge de tout ça. Je sais qu'à l'intérieur de nous brûle et cet amour, et puis quelque part aussi cette volonté de l'aider. Mais on n'a pas le diplôme qui nous permet de diagnostiquer la personne qu'on a face à nous. On n'est pas le médecin qui va le sauver de cette fameuse crise, parce que n'oublions pas malgré tout que notre analyse est extrêmement subjective et basée sur notre propre sentimentalité. Et à venir exprimer le fait que les choix de la personne que j'ai face à moi ne sont pas pertinents, on risque de créer du conflit. Et le conflit, vous le voyez comme vous voulez, mais c'est pas quelque chose qui permet de se rapprocher dans une reconquête amoureuse. Voilà pour la réflexion du jour. Vous savez comment ça fonctionne comme d'habitude. Le like excessivement apprécié, ça permet à la vidéo de grimper dans l'algorithme YouTube. Même chose avec l'abonnement et le fait de cliquer sur la petite cloche. Et vous pouvez toujours rejoindre les VIP qui bénéficient donc des vidéos que je publie quotidiennement, avec cette possibilité de modifier, d'influencer la programmation en me proposant directement des sujets à l'étude. On a fait le tour pour aujourd'hui. Je vous abandonne donc lâchement. Je vais me faire un café ou quelque chose de chaud, parce que moins 18, là je pense que j'ai une de mes oreilles qui va tomber, et je vous dis donc à la semaine prochaine. Salut à vous!